Maintenant, est-ce que la hype est redescendue ou la série a perdu de sa superbe? Salut les potos, on se retrouve aujourd'hui pour la revue des épisodes 2 et 3 de Oshinoko. Et avant de commencer la revue, on va vite fait aller sur les détails techniques de l'épisode. À commencer par l'opening. L'opening, mais quelle tuerie! Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est un opening en fait qui reflète vraiment la dualité de ce show en fait. En gros, le côté idol plus le côté détective, mystère, thriller. Les deux se mélangent parfaitement dans cet opening avec la voix de l'idol qui chante, puis après la chorale qui chante derrière. C'est un mélange magnifique et c'est vraiment beau. Un plaisir pour les oreilles et vous le savez, directement dans la playlist. Yasobi ne déçoit jamais. Honte à moi même d'avoir pensé que l'opening ne serait pas une dinguerie en fait. Honte à moi. Honte à moi. L'ending aussi, n'en parlons pas. L'ending, il est génial. Il me donne même des vibes de Chainsaw Man, en vrai. Un ending à la sauce Chainsaw Man. Et il est juste très bien. Vraiment, en tout cas, niveau bande-son, là, ils ont géré de malade. Et franchement aussi, l'animation, elle est trop bien. Les personnages sont vraiment beaux. Le décor est vraiment magnifique. Et en fait, même les émotions sont très bien retranscrites et chaque émotion en fait a sa caractéristique. Sur la tristesse, la colère, tu vois, il y a quelques petits traits parfois qui apparaissent et tout, et la joie, tu vois comment les personnages rayonnent. J'approuve. Maintenant on rentre dans le vif du sujet. On commence par l'épisode 2. Épisode 2 dont la narration suit les événements après le drame de la mort de Ai. Qui aurait cru qu'un tel drame pouvait avoir des répercussions différentes d'une personne à une autre? T'as une personne qui décide de s'accrocher aux souvenirs mémorables qu'elle a eu avec Ai pour pouvoir avancer, et t'as une autre qui reste fixée en fait sur l'événement et qui a accès à centrer sa vie sur le fait de pouvoir retrouver la personne qui a fait ça et l'éliminer pour pouvoir rectifier le tir, pour pouvoir en fait rendre justice à sa mère et à sa famille. Car Ruby décide de devenir une idole alors que Aqua a décidé de tout abandonner en fait pour se concentrer totalement sur la traque de cet individu-là qui a causé la mort de sa mère. D'ailleurs, j'ai un petit truc par rapport à ça. Apparemment, c'est assumé automatiquement que le père est le responsable en fait. Ça, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est un truc scénaristique? Est-ce que ça a été dit? J'ai regardé le premier épisode plusieurs fois. Je n'étais pas trop sûr. J'ai pas vu à un moment donné où ça a été clairement dit que c'est le père le responsable. Mais il me semble que le narratif veut nous faire comprendre que le père est le responsable numéro 1 et que techniquement, en fait, finalement, Aqua est à la recherche de son père. Parce que selon lui, c'est le responsable numéro 1 de la mort de sa mère. Alors, je sais pas où ça a été dit, je sais pas si que le site qui me le dise dans les commentaires, peut-être j'ai manqué un bout, mais c'est quand même assez bizarre que directement on assume que ce soit le père, alors qu'en fait c'est pas comme si on cherchait quelqu'un, on sait déjà c'est qui et on veut maintenant en fait le traquer pour le retrouver, quoi, tu vois. Ça a rendu à quoi en fait totalement l'ombre de lui-même en fait. S'il y a une énergie qu'il a changé, en fait toute l'énergie qu'il avait en étant bébé, tout ça là, même dans sa première vie il avait une autre énergie. Là tout ça est parti et ça a laissé place en fait à un garçon froid, calculateur, une sorte de Sasuke mais avec les cheveux blonds, tu vois. Et donc en fait son énergie est totalement différente. Genre limite ça on dirait c'est le vilain de la série en fait. Et ça va se sentir parce que dans cet épisode il va tout faire pour empêcher sa soeur de réaliser en fait le rêve d'idol. Tout ça pour la protéger. Mais là, en fait, elle est devenu un peu trop overprotecteur. Mais après, c'est normal. Il est obsédé par une seule chose, c'est de retrouver en fait celui qui a tué sa mère. Il oublie tout ce qu'il y a autour de lui. Il oublie tout ce qui se passe autour de lui. Pour lui, c'est ce qu'il pense qui est la réalité. Et il se dit plutôt que Ruby ne doit pas subir le même sort que sa mère. Et pour cela, il sera prêt à tout, mais absolument à tout pour l'empêcher de suivre ce chemin-là. Jusqu'à même saboter sa carrière. Ruby a eu à un moment donné une offre d'emploi par un agent. Il est allé jusqu'à interviewer un membre de cette agence-là pour pouvoir sortir les plus gros, les plus mauvais secrets de l'agence afin de savoir si en fait c'était un bon fit pour Ruby ou pas, tu vois. Et en fait, là, quand il a vu que c'était un mauvais pour Ruby, il a décidé en fait de jeter le projet. Mais un truc pas mal qu'il a fait quand même, un truc quand même avec assez de sens qu'il a fait, c'est qu'il a décidé finalement de faire signer Ruby chez la production qui s'occupait de leur mère en fait. Oshinoko épisode 2 nous a permis aussi de nous faire découvrir des personnages secondaires qui seront presque tout aussi importants si je le permets que les personnages principaux. Et le fait de les montrer autant développés
est ultra intéressant. On a 2 personnages secondaires pour commencer qui serviront un peu en fait de mentor, si je peux dire ça comme ça, aux 2 frères. T'as la manager de la production là, pour laquelle les 2 sont engagés, qui servira sûrement de grand mentor à Ruby, de confidente qui l'aidera à évoluer dans le monde du showbiz en essayant d'éviter les erreurs qui ont été faites avec Ai. Et de l'autre côté, tu as l'autre gars là, Konada, j'ai oublié son nom, mais le coach de Aqua, pour qui maintenant Aqua travaille comme freelance, qui l'aidera aussi en fait à s'épanouir et qui pourquoi pas l'aidera à ne pas dévier du droit chemin. Je pense que de ce que j'ai compris, le coach n'est pas au courant forcément, enfin il n'est pas forcément au courant totalement de l'envergure du plan de Aqua. Et donc c'est intéressant parce que là maintenant le coach pourra lui permettre en fait d'enlever son focus total sur cette idée de vengeance là et de le faire à nouveau croire en sa carrière d'acteur, parce que oui, Aqua aussi a totalement abandonné ses rêves et tout, mais je pense que le coach est là pour le motiver et le forcer en fait à reconsidérer cet talent d'acteur là qu'il a eu pendant un moment et qui pourrait peut-être être une porte de sortie pour lui, tu vois. À la fin de l'épisode 2, on nous réintroduit un ancien personnage, Kana Arima, une ancienne rivale, si tu peux dire, de Aqua pendant les époques où il était en train de jouer les acteurs quand c'était bébé. Dans l'épisode 3, justement, on verra à quel point elle a mûri et à quel point elle pourrait être aussi un personnage secondaire intéressant pour l'évolution de l'histoire d'Aqua. C'est une semaine à l'épisode 3 où là, en fait, vraiment, dans l'épisode 2, on avait eu vraiment l'avant-goût, si je peux dire ça comme ça, de comment est-ce que l'industrie fonctionne du point de vue des agences, recrutement et tout. Mais dans cet épisode-là, on sera un peu plus spécifique et on ira dans le monde de l'acting. Avant ça, on nous montrera en fait que Aqua avait pendant longtemps essayé de traquer en fait les personnes qui étaient liées à Ai. Et le mec, il est vraiment déter. Il a passé 4 ans à craquer le code du téléphone, genre du burn-off, tu peux dire comme ça, genre du téléphone tertiaire même de sa mère, pour pouvoir trouver un contact intéressant qui va lui permettre de trouver des pistes et dénicher le vrai père en fait. 4 ans de sa vie à déverrouiller un téléphone. Et il a trouvé finalement un contact et qui plus est dirige une série adaptation d'un shoujo manga dans laquelle Kana Arima travaille. Et donc il va s'allier à Kana Arima pour pouvoir trouver le gars. Kana va lui dénicher un rôle dans la série. Aqua va devoir maintenant jouer dans cette série là, faire le tournage pour pouvoir se rapprocher de ce mec là, lui tirer un peu d'ADN pour voir s'il correspond en fait à l'homme qu'il cherche. Et d'ailleurs la série, quand on revient à la série, ça nous montre un peu en fait l'autre côté du show business. L'adaptation elle est pourrie et ça nous montre aussi parfois à quel point est-ce qu'il y a certaines adaptations animées qui ne reflètent pas l'esprit du manga créé par l'auteur. Et en fait, les gars, ils veulent juste faire de l'argent en faisant le moins d'efforts possible. Et du coup, ça nous donne un travail bâclé et tout. C'est exactement ça qui a été fait. Ils ont pris des acteurs pourris et ils ont coupé beaucoup de parties du scénario. En fait, rien n'allait dans cette adaptation-là. Et du coup, en fait, la seule personne qui faisait son travail, quand même, c'était Kana Arima. Elle faisait tout son possible, elle faisait son travail d'acteur comme il le fallait, mais elle-même en fait elle n'avait pas envie, mais elle se devait de le faire, tu sais, parce que c'est elle quoi, tu vois, parce qu'elle doit pouvoir montrer de quel bois elle se chauffe, tu vois. Et malheureusement en fait c'est une grande représentation de ce qui se passe généralement dans ce milieu là, c'est que parfois moindre effort est fourni parce que finalement en fait on veut se concentrer sur l'argent, sur le pactole, tu vois. Et ça montre encore la dualité parfois dans ce monde là en fait, où en fait tu engages des personnes pas parce que genre elles le méritent et tout, mais c'est parce qu'elles vont peut-être un peu motiver les gens sur scène, ou peut-être qu'elles vont donner ce qu'elles ont à donner, ou peut-être que ça ne coûte pas cher, tu vois. Veut pas sur un coup du sort, le gars il a engagé Kana parce qu'elle ne coûtait pas cher. Mais finalement, en fait, il a engagé une actrice qui en valait la peine, qui était vraiment, vraiment, en fait, motivée et qui avait le talent. Et la pauvre, elle croit, en fait, que c'est pour ça qu'on l'a engagée. Elle croit que parce qu'à cause de son talent qu'on l'a engagée. Alors qu'en fait, non, c'est juste parce qu'elle coûtait pas cher. Et puis, voilà, quoi. Et ça, c'est triste. C'est une triste réalité de ce monde-là, en fait. Quoi qui, lui, en fait, il va encore faire le strict minimum, mais il va jouer son rôle tranquille, pas de souci. Et finalement, en fait, il va pouvoir récupérer un échantillon d'ADN pouvoir voir si ce mec là est en fait son véritable père.
ou peut-être à rapport avec le père en question, tu vois. Et bon, je suppose que ce ne sera pas lui le gars, sinon ce serait trop facile, parce que quoi, je pense que le manga n'est même pas fini, donc clairement, je pense pas que ce soit lui le père, ce serait trop facile. Je pense que ça va être vraiment comme ça, où Aqua, à des moments donnés, va trouver des contacts haut placés dans le show business qui avait un certain lien avec Ai, essayer de prendre le ADN, essayer de voir si ça correspond. Bon, ce sera pas peut-être aussi facile que ça l'a été maintenant. Ça va peut-être être plus difficile, il va sûrement se mettre dans la merde. Bref, en tout cas, pour le moment, en tout cas, c'est intéressant. Les deux épisodes étaient quand même un plaisir à regarder, donc je pense qu'il y a moyen. On est très loin du méga thriller de l'épisode 1. Mais il faut comprendre aussi que c'est normal en fait. L'épisode 1 nous a raconté une histoire en un seul épisode condensé. Une histoire complète, début, milieu, fin. Alors que maintenant la deuxième histoire de Oshinoko s'étend sur plusieurs épisodes. Et c'est là en fait qu'il faut comprendre que les deux ne sont pas comparables. Tu as d'un côté un film qui a raconté l'histoire au complet. Et de l'autre, une série qui va continuer et qui va nous raconter histoire sur histoire en plusieurs épisodes. Donc il ne faut pas vraiment essayer de comparer les deux parce que c'est pas vraiment comparable. Et vraiment essayer de prendre un épisode à la fois. Et je pense que ça va être la meilleure manière d'apprécier l'histoire de Oshinoko. Parce que si tu essaies de comparer à l'épisode 1, tu ne vas pas apprécier l'histoire en son ensemble. Et ça, je trouverais ça vraiment très dommage. Encore une fois, l'épisode était très intéressant. L'un a posé les bases de l'univers et nous a montré comment nos personnages interagissent dans cet univers-là. Et l'autre a fait le focus sur Aqua et les débuts de sa quête pour rechercher le père aka le meurtrier de sa mère, tu vois. Maintenant, est-ce que la hype est redescendue ou la série a perdu de sa superbe? Honnêtement, je trouve qu'il est trop tôt pour se prononcer par rapport à ça. Limite, est-ce que ce ne serait pas un peu injuste de commencer à penser ça finalement? Voilà, donc c'était tout ce que j'avais à dire pour l'épisode 2 et 3 de Oshinoko. Comme d'habitude, si tu aimes la revue, n'hésite pas à liker et laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, ça fait encore plus plaisir. D'ici là, prenez tous soin de vous et de vos proches. C'est tout pour moi. À la prochaine.